Voilà, bonsoir, suite et fin de cette édition spéciale de 2 heures en direct sur i24 News, toujours avec Christopher Barolin et Déborah Benayoun qui sont en plateau avec nous. On vous entend dans un instant. On va retrouver également Mathias Inbar, notre expert défense, qui nous suit également c'est depuis tout à l'heure. Mathias, autre question qu'on ne vous a pas posée encore ce soir, mais c'est donc vigilance parce qu'Israël accumule les succès, mais il reste encore, c'est ce qu'on comprend d'ailleurs des déclarations du porte-parole ce soir de Tsahal, il reste encore des étapes importantes à franchir, pourquoi pas avec les États-Unis. Oui, effectivement, et au moment où on se parle, au moment où vous êtes en direct, il y a une réunion de l'état-major sécuritaire et militaire du côté de la Maison-Blanche. On attend l'ordre donné par le président américain qui pourrait être donné ou pas ce soir. On parle également de ravitaillement qui serait amené en Israël pour aider les chasseurs israéliens. Et puis, cette phrase qui n'a pas été prononcée par hasard, même si dans ce genre de cas, on préfère du côté d'Israël agir plutôt que parler, mais celle de Tzachi Hanegbi, le conseiller à la sécurité nationale, qui disait que cette opération militaire ne pourra pas se terminer sans la destruction d'un des centres les plus complexes du programme nucléaire iranien, celui de Fordo. Et quand on sait que celui de Fordo ne peut être détruit soit par une opération commando, ça Israël sait le faire, soit par des frappes de bunker booster dont seuls les États-Unis en ont la capacité, eh bien on comprend finalement qu'il y a comme une main tendue vers les États-Unis. Et pour l'instant, on voit que Donald Trump hausse le ton, mais ne prend pas la décision. Effectivement, on attend effectivement plus de clarification de la part des États-Unis. En tout cas, pas mal de signaux qui vont dans le même sens, à savoir une implication, pourquoi pas, des États-Unis. Merci beaucoup, Mathias Inbar, encore une fois, pour cette analyse. Effectivement, Christopher Barolin, on voit que le Graal, un petit peu nucléaire, c'est Fordo, c'est ce site quasiment intouchable. A priori, 80 à 100 mètres sous terre, sous les montagnes du nord de l'Iran. Là, effectivement, si l'implication américaine se confirme, ça pourrait marquer un tournant pour les Oui, c'est un site symbolique, ce site d'Axios, côté israélien aussi. On dit que cette opération, cette guerre contre l'Iran ne sera pas terminée sans une action sur ce site de Fordo qui se trouve dans une zone montagneuse et qui est donc, Mathias l'a dit, difficile d'accès. Selon le média Axios, on pourrait aller vers une intervention américaine précisément sur ce site de Fordo. Donald Trump qui a parlé de mettre fin au conflit. Il a dit que contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron, il ne voulait pas un cessez-le-feu temporaire, mais bel et bien une fin définitive. Ça s'ajoute à ce qu'il disait tout à l'heure sur nous contrôlons l'espace aérien iranien, et d'autres médias indiquent que le nous était en effet les États-Unis. Quoi qu'il en soit, l'Iran de son côté hausse le ton une fois de plus. C'est comme hier soir, à nouveau des menaces. Des médias iraniens disent que ce soir les affrontements entre Israël et l'Iran seront, je cite, les plus longs et les plus violents depuis le début de la guerre entre Israël et l'Iran. Alors est-ce que c'est encore une fois de la guerre psychologique menée par les médias iraniens et les gardiens de la révolution? Difficile de le savoir, en tout cas pour l'instant, mais peut-être qu'avec cette présence américaine, ça permettra d'éviter une grande partie de ces affrontements. L'importance effectivement de cet aspect psychologique et de cette guerre des infos, Déborah Benayoun, ça pèse sur le moral des Israéliens, même si on voit qu'il y a beaucoup de résilience, beaucoup de solidarité en ce moment en Israël, évidemment, comme à chaque fois en cas de conflit. Encore une fois, on va écouter bien ce qu'il faut faire quand on est un civil en Israël et qu'on entend les sirènes d'alerte suite à un tir de missile depuis l'Iran. Alors, très important évidemment, dès que l'alerte retentit, tout de suite cherchez un abri le plus proche. Si vous êtes chez vous et que vous avez un mamad, donc une pièce à l'intérieur, une pièce sécurisée à l'intérieur de votre habitation, tout de suite vous y rendre et y rester surtout jusqu'à ce que l'information du commandement du front intérieur vous dise que vous pouvez en sortir. Très important, c'est plus de 10 minutes maintenant comme c'était jusqu'à présent. Il faut rester jusqu'au bout, jusqu'à ce que le commandement du front intérieur vous dise que la voie est libre en quelque sorte, vous pouvez sortir. Ça c'est pour le mamad. Si vous n'avez pas de pièce à l'intérieur de votre habitation, alors là, il faut essayer de trouver un miklat. Si vous êtes dans un bâtiment qui contient un miklat, c'est donc une pièce commune, une pièce sécurisée, une chambre forte dans les bâtiments. Si vous en avez autour de vous, eh bien, il faut s'y rendre tout de suite. Si ce n'est pas le cas, il faut surtout se renseigner pour essayer d'en trouver une la plus proche, parce que c'est un peu différent des roquettes du Hamas, si l'on peut dire, où entre guillemets on pouvait peut-être se mettre dans un coin avec
les mains sur la tête. Là maintenant, les missiles iraniens, c'est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus grave. Il faut trouver un abri. D'ailleurs, on a vu que toutes les personnes qui malheureusement ont perdu la vie dans les dernières attaques, pour la grande majorité d'entre elles, nous a dit le commandant du front intérieur, elles n'étaient pas à l'abri. Donc c'est très important de chercher une pièce forte, une chambre forte. Il y en a dans beaucoup d'endroits dans la ville, des miklatim qui sont publics ou aussi des pièces dans les immeubles en souterrain, beaucoup de magasins aussi qui ouvrent leurs portes pour les personnes qui sont bloquées à l'extérieur. Donc très important de se mettre à l'abri parce qu'il y a de vrais risques pour la vie. Et ça sauve des vies effectivement. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a encore certaines inégalités, on va dire. Tout le monde n'a pas un mamad, n'a pas un abri dans son appartement, ou même pour les immeubles les plus anciens, pas non plus d'abri souterrain commun. Et ça, c'est un problème. Oui, c'est assez incroyable. C'est de moins en moins fréquent. C'est assez incroyable de se dire qu'Israël est quand même en état de guerre depuis sa création et qu'il y a malheureusement, il y a un chiffre qui est assez, qui illustre très bien cette situation. 56% des habitations du pays n'ont tout simplement pas d'abri. Ça représente 1,67 million d'habitations qui sont concernées, ce qui signifie donc que beaucoup de personnes qui doivent chercher donc des abris provisoires. On a vu d'ailleurs beaucoup d'images de ces personnes qui se sont rendues en souterrain en pleine nuit, qui ont cherché des abris, évidemment parce que il y a eu énormément d'alertes aux missiles qui se sont déroulées très tard dans la nuit, 1h, 3h, 5h du matin. Donc il a fallu sortir du lit, se mettre à l'abri. Et donc il y a encore malheureusement énormément d'habitations en Israël qui n'ont pas de possibilité d'abri, de chambres fortes, de chambres sécurisées. Parce que la loi, on l'a dit tout à l'heure, la loi n'oblige que depuis les années 90 à installer donc dans les nouvelles constructions des pièces sécurisées. Ce qui n'empêche pas qu'il faut absolument se mettre à l'abri. Il y a eu d'ailleurs un peu des changements dans les instructions du commandement du front intérieur ces derniers jours. On nous a dit qu'il y aurait une instruction maintenant une demi-heure avant les véritables alertes, mais finalement ça a été changé aujourd'hui, seulement 10 minutes. Et c'est le commandement du front intérieur a expliqué que ce n'est pas forcément toujours facile désormais d'identifier les lancements à l'avance parce que ces derniers jours, surtout les 2 derniers jours, les alertes c'était finalement sur 3-4 missiles, contrairement au tout début de cette opération où on était à 100 missiles qui étaient identifiés. Là, 3-4 missiles, finalement, c'est presque un peu plus compliqué. Donc il vaut finalement l'avertissement maintenant c'est 10 minutes. Donc ça veut dire qu'il faut aussi ne pas s'habituer à des longs avertissements. Il faut se mettre à l'abri le plus rapidement possible. La prudence et solidarité des Israéliens parce que la guerre est loin d'être finie, sans doute, ou peut-être, en tout cas, Christopher Norland, on va peut-être revenir avec vous sur la chronologie de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Donald Trump qui est rentré du sommet du G7 qui se passe au Canada, c'est pas très loin de chez lui, pour rentrer en urgence à Washington. Apparemment, c'est pour étudier des plans d'une implication américaine désormais dans cette guerre entre Israël et l'Iran. Ça se précise. Il est rentré en effet plus tôt dans l'avion qu'il ramenait à la Maison-Blanche. Les journalistes lui ont posé la question pourquoi il était rentré plus tôt. Il a répondu qu'Emmanuel Macron avait en effet dit que c'était pour un cessez-le-feu, mais que ce n'était pas le cas. Donald Trump dit vouloir une fin définitive. Il ne veut pas d'une trêve, il ne veut pas d'un cessez-le-feu temporaire, il veut une fin définitive. Et quand les journalistes lui demandent qu'est-ce qu'une fin définitive, eh bien Donald Trump répond que c'est la dénucléarisation entre guillemets de l'Iran. Il a aussi tweeté sur son réseau social capitulation inconditionnelle. Est-ce que ça veut dire un changement de régime? Difficile de le savoir. En tout cas, ce soir, on le disait, plusieurs médias disent qu'il y aura une intervention américaine. C'est le cas d'Axios qui pense que ce sera sur Fordo, de CNN qui parle d'une collaboration dans le ravitaillement des avions israéliens. Pour i24 News, ce ne sera pas une action symbolique mais significative. Même chose pour Fox News qui parle d'une action ce soir. Ça fait donc beaucoup de sources, beaucoup de médias qui indiquent qu'il y aura une intervention à venir. À noter en effet que selon la France, ce changement de régime en Iran serait synonyme de chaos. C'est la position d'Emmanuel Macron qui fera encore une fois certainement réagir beaucoup de politiciens. Difficile de savoir donc ce que veut Emmanuel Macron pour l'Iran et pour le Moyen-Orient. Effectivement, un changement de régime en Iran serait synonyme de chaos. C'est signé donc ce soir Emmanuel Macron. Merci beaucoup Christopher Barolin. On va retrouver à Herzliya, cette ville qui est située immédiatement au nord de Tel Aviv, Stéphane Goldin, notre envoyé spécial sur les lieux de cet impact impressionnant. On l'a vu tout à l'heure, ce cratère qui a été provoqué par un impact de missile iranien ce matin aux alentours de 8 heures. Un bus qui est en morceaux, on le voit derrière vous. Et puis ce bilan incroyable, seulement, entre guillemets, parce que c'est quand même des blessés, mais 5 blessés, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça encore.
Oui, rebonsoir David. 5 blessés, franchement très légers, suite au souffle de ce missile balistique qui est arrivé ici sur Herzliya à 8h45 du matin. Alors chose exceptionnelle parce que jusqu'à présent nous étions habitués à que le territoire israélien soit attaqué par des missiles balistiques iraniens plutôt dans la nuit. Or là, nouvelle surprise, je dirais, l'alerte a eu lieu ce matin à 8h45 et une autre a eu lieu justement dans l'après-midi. Donc un véritable arsenal très fort, un missile balistique qui a touché ici un entrepôt de bus où une dizaine de bus ont été complètement détruits. Ce missile balistique avec une ogive explosive très forte a fait un cratère de quelques mètres. Le feu, je dirais, cela a généré un incendie et cet incendie a généré, je dirais, tous les débris de ce missile qui ont frappé l'ensemble des autobus sur ce dépôt. Il y a une dizaine de bus qui ont été complètement détruits. Donc toute la force de ce missile, et c'est vrai que nous sommes face à un pays qui s'appelle l'Iran, qui a une forte capacité de vouloir tirer des missiles, d'où d'ailleurs la force de Tsahal, actuellement les forces de Tsahal qui attaquent les bases de lancement de missiles sur l'ensemble du territoire iranien, mais aussi, je dis franchement à l'ensemble de la population israélienne qui vit en Israël, tout simplement de faire attention, de respecter les consignes de la sécurité civile. Dès qu'il y a une alerte, allez à l'abri, parce que nous sommes face à des missiles avec une ogive explosive très très forte qui peut détruire, qui peut tuer, qui peut franchement anéantir des personnes. Donc franchement faisons attention, respectons les consignes. Toujours est-il que ici la population s'est remise à l'abri et comme on l'a vu, l'Iran tape, je dirais, aveuglément sur des civils comme sur des positions militaires, à la grande différence de Tsahal, qui, elle, vise des positions militaires iraniennes et qui même informe la population de faire attention. Voilà, cette asymétrie, encore une fois, dans le combat qui est mené d'un côté par Israël contre le programme nucléaire et militaire iranien et l'Iran qui souhaite et qui vise les civils israéliens, la destruction d'Israël comme objectif depuis des décennies. Merci beaucoup Stéphane Goldin, en direct ce soir de Herzliya, au nord de Tel Aviv. On a le plaisir d'accueillir un nouvel invité ce soir, Arash Derambarch. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes adjoint au maire de la ville de Courbevoie. D'abord, cette question, on sait que vous êtes très engagé sur certains combats, notamment, on va pas en parler ce soir, mais sur le gaspillage alimentaire. Vous avez aussi des positions très fermes concernant ce qui se passe en Iran depuis longtemps. Est-ce que ce que fait Israël depuis vendredi dernier, est-ce que ça va dans le bon sens, dans le sens de l'histoire et dans le sens aussi de l'intérêt, quelque part, du peuple iranien pour vous? Bon, merci pour votre invitation. Et mes salutations à vous et à vos collègues. Merci. Ça fait 46 ans que nous avions interdiction de nous exprimer. Vous savez, moi je suis né en France, mes parents ont quitté l'Iran en 79. Ça fait 46 ans, monsieur, que je n'ai pas le droit, moi, personnellement, de m'exprimer parce qu'à chaque fois on me dit, écoutez, il y a votre papa, votre maman, il y a quelqu'un de votre famille qui est en Iran, ça peut lui causer préjudice. Aujourd'hui, je pense que c'est l'heure de vérité. Chacun doit se positionner. Et pour reprendre les mots de Mayar Moshipour ou de Mona Jafarian, d'autres Iraniens. Absolument, ou français plutôt, qui sont dans la diaspora iranienne. Il faut absolument aujourd'hui que chacun dise les choses en toute transparence. Moi, je vais vous les dire. Je souhaite d'abord qu'on puisse cloisonner le sujet de l'Iran avec les autres sujets. Le sujet iranien n'a rien à voir avec le sujet palestinien, le sujet du Yémen ou les autres. Nous avons l'Iran qui est une civilisation, la Perse, qui a plus de 4000 années d'histoire. 4000 années. Les imposteurs sont venus en 79 au nom d'une religion, ont mis ce pays à feu et à sang, ont assassiné des centaines de milliers de personnes. Je pense notamment à Kian Pir Falak, je pense notamment à Majid Reza Ranavard, je pense notamment à Kian Hosseini, je pense à Reza Nourouzi, je pense à Fatemeh Seperi, Tatalou, Massa Amini, bien sûr, et tous les prisonniers politiques ou ceux qui ont été assassinés. Mais pensez ce soir, moi, à eux. Ma deuxième pensée va à la population iranienne aujourd'hui. Et également à la population en Israël. Dans une guerre, on est deux. Ma mère est en Iran aujourd'hui. J'ai des amis, j'ai beaucoup de personnes de ma famille qui sont en Iran. J'ai énormément d'amis au moment où je vous parle qui sont dans des bunkers à Tel Aviv, à Netanya ou à Jérusalem. Mais je vais vous dire quelque chose avec le plus profond de mon cœur. Aujourd'hui, ce que fait Israël, c'est exceptionnel. Les bombardements qu'il y a eu aujourd'hui, c'est l'été 1944 en Normandie. Tous mes amis et toute ma famille qui est en Iran reçoivent, non pas évidemment avec joie,
mais avec impatience ces bombardements pour mettre fin à cette imposture historique qui doit rester une parenthèse de l'histoire. Ces bombardements-là, c'est le Normandie 1944, monsieur. Les Français, nous, puisque moi j'ai que la nationalité française et je porte l'écharpe française, en 1944, lorsque les bombardements sont tombés en Normandie, à Caen, il y a eu 20 000 morts à Caen et en Normandie, ça n'a pas été de gaieté de cœur. Mais ces bombes, ce sont les bombes de la liberté en Iran. Alors ceux qui aujourd'hui, les gauchistes islamistes, ou ceux qui ont des intérêts avec le régime islamiste, vont critiquer évidemment Israël et ses bombardements. Moi, je veux vous le dire en toute honnêteté, Netanyahou, on peut le critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ce qu'il vient faire là, et s'il fait changer le régime, il aura le prix Nobel, le prix Nobel de la paix. Ouais, difficile d'être. Pourquoi? Je vais vous le dire, les yeux dans les yeux, je le dis ici, et à tous mes compatriotes français, ou à tous ceux qui sont en Iran, ne vous trompez pas d'enjeu. Il n'y a pas de négociation avec des dictateurs. Là, on discute pas avec des gens qui sont des nazis, avec les Hitler et les Himmler. Moi, je discute et je négocie avec des gens qui sont dans un champ démocratique. C'est pour ça que je dis au président de la République, Emmanuel Macron, ne vous méprenez pas, monsieur le président. Là, vous faites une erreur historique, une faute historique. C'est le changement de régime qu'il faut. Les Iraniens, dans leur très grande majorité, veulent une monarchie constitutionnelle. Ils sont fatigués depuis 46 ans d'avoir des pendaisons, d'avoir des femmes emprisonnées, des prisonniers politiques. Les gens sont fatigués, monsieur. Nous, notre génération, nous n'avons connu que ce régime islamiste. Pourquoi? Au nom de quoi? Ma génération, moi je suis né en 79. Mes parents ont quitté l'Iran en février 79, je suis né en juillet. Je suis un produit de cette révolution iranienne, islamiste. Donc d'abord, on ne parle pas de l'Iran, on parle d'un régime islamiste. Je ne me rappelle pas que sous Pétain, on parlait de la France, on parlait du régime de Vichy. Donc là, on ne parle pas de l'Iran, on parle du régime islamiste. Donc on arrête de dire l'Iran, c'est le régime islamiste. Ensuite, ceux qui seront les alliés d'Israël resteront dans l'histoire. Ceux qui seront attentistes ou qui se seront prononcés contre seront gravement jugés, je le dis ouvertement, par tous ceux qui sont pour la démocratie. Israël aujourd'hui se bat pour la démocratie. Voilà, c'est difficile d'être plus clair ce soir. En tout cas, important cette dimension historique que vous soulignez, qui n'est peut-être pas prise en compte par certains leaders occidentaux, en tout cas prise de risque aussi d'Israël, vous soulignez, qui n'a pas le choix encore une fois. Est-ce que, alors ce sera ma deuxième question, Arash Derambash, est-ce que ce serait incomplet, cette guerre, elle serait incomplète si on s'en arrête là avant une chute du régime? Est-ce que pour vous, il faut aller, même si ce n'est pas l'objectif officiel encore une fois d'Israël, vers une chute du régime iranien à l'issue de cette guerre? On s'en fout de la bombe, je vous le dis. C'est un détail tout ça. C'est un changement de régime qu'il faut. Ça fait 46 ans qu'on parle d'embargo, de taxes. Les négociations sont catastrophiques. Excusez-moi, on reçoit systématiquement les dictateurs et on les condamne derrière. Même Gabriel Attal a serré la main en tant que Premier ministre du ministre islamiste. Il faut qu'on arrête de se payer la tête du monde. Moi, je vois beaucoup de tweets aujourd'hui de beaucoup de mes collègues français et qui derrière vont serrer la main de ces dictateurs. Non, il ne faut pas qu'il y ait de double jeu. Je le dis clair et net. Soit on est avec ce régime, soit on est contre ce régime. Il ne peut pas y avoir de double jeu. Je le dis à tous les gauchistes islamistes dans ce pays, dans notre pays en France, si vous soutenez les mollahs, vous serez gravement jugés. Je le dis clairement. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont été assassinées en Iran. Vous serez complices de ce régime sanguinaire. Voilà, ne pas rater ce tournant d'histoire en Occident. Merci beaucoup à vous, encore une fois, Arash Derambash, d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct. Merci pour ces mots forts. Christopher Barolin, important, alerte qui est attendu ce soir à nouveau du côté de Haïfa, la troisième ville du pays au nord d'Israël. Encore une fois, des annonces de missiles du côté de l'Iran. Oui, la préalerte a retenti il y a quelques instants. Ça veut dire que d'ici les 10 prochaines minutes, même moins maintenant, il pourrait y avoir des missiles en direction, vous l'avez dit, de ces régions du nord. Ça pourrait sonner du côté de Haïfa, de Saint-Jean d'Acre, de Hadera, de Nazareth, de Tibérias ou encore de Kiryat Shmona à la frontière avec le Liban. Les habitants de toutes ces régions sont en ce moment en train de ça sonne maintenant à l'instant. Ça sonne donc en ce moment. On voit les alertes peut-être s'afficher, notamment sur les écrans, les alertes du Picou d'Aoref, la défense civile israélienne. La vigilance évidemment pour les habitants du nord d'Israël ce soir à nouveau. On va accueillir un dernier invité ce soir, c'est Fabrice
Alors, il n'est pas encore avec nous, Fabrice Balanche, on l'aura dans un instant. Un mot encore important, parce que c'est vrai que Haïfa a été beaucoup ciblé. On sait que ça fait partie depuis très longtemps de la banque de cible de l'Iran, parce que c'est une ville qui abrite notamment la raffinerie nationale de pétrole, une des 2 raffineries d'Israël. Et puis donc, il y a eu ces tirs ces derniers jours. Là encore, le mental israélien, c'est important de le rappeler, il y a vraiment une résilience, y compris dans cette région de Haïfa. Oui, il y a peu de voix qui s'expriment contre cette opération israélienne en Iran, contre cette guerre contre le régime islamique. Donc, pour reprendre les mots de votre invité, solidarité assez totale des Israéliens entre eux. On le voit, je crois, chacun d'entre nous, quand on va dans les abris publics ou dans nos miklats, les abris sécurisés. Solidarité, chacun s'aide, chacun apporte peut-être parfois même de la nourriture, du café, des chocolats à d'autres, de la radio, des ventilateurs. C'est ce que je vois personnellement dans le miklat d'un bâtiment où je suis. Il y a vraiment une solidarité déjà entre Israéliens. On le voit depuis le 7 octobre à chaque fois qu'il y a des attaques, à chaque fois qu'il y a des actions, des attentats terroristes. Et donc c'est le cas encore une fois aujourd'hui, avec aussi des ONG qui viennent en aide aux habitants. Ouais, ça ressoule l'Israélien, y compris la classe politique. On a vu cette poignée de main plus franche que d'habitude entre Lapid et Netanyahou aujourd'hui. Un petit mot rapide, Déborah Benahyoun, sur ça. Vous parliez de Haïfa, j'y étais hier, donc je peux vous dire effectivement cette solidarité, elle est très forte. Et effectivement, malgré toutes les alertes, j'ai discuté avec des personnes que j'ai croisées dans la ville et tous nous disent que maintenant qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Donc ils sont extrêmement solidaires de l'armée, très très patriotes et prêts à aller jusqu'au bout malgré les impacts, malgré les risques, malgré les alertes à répétition. Solidaire, et cette détermination qui est partagée donc par les Israéliens, par l'ensemble du pays en ce moment. Merci beaucoup Déborah Benahyoun et Christopher Barolin. On a plaisir donc d'accueillir, il est avec nous cette fois-ci, Fabrice Balanche. Bonsoir et merci, spécialiste de la géographie politique du Proche-Orient. On apprécie beaucoup votre travail sur des cartes, notamment en Syrie depuis des années maintenant. Cette guerre qui se passe en ce moment, quelle qu'en soit l'issue d'ailleurs, elle va redessiner justement, vous pensez, la carte géopolitique de la région? On est dans un potentiel tournant de l'histoire, comme on l'a dit tout à l'heure, on change de configuration? Oui, c'est un véritable bouleversement au Moyen-Orient, ce qui se produit. De toute façon, on a déjà eu un exemple avec la chute du régime syrien, l'affaiblissement du Hezbollah au Liban, qui a permis de faire sortir déjà le Liban de l'orbite iranienne, avec le tandem entre le nouveau président et le Premier ministre, pas du tout lié au Hezbollah. En Syrie, on a un régime qui est complètement opposé à l'Iran aujourd'hui, et forcément, l'affaiblissement de l'Iran va entraîner aussi l'affaiblissement du camp pro-iranien en Irak, rééquilibrer les pouvoirs entre sunnites mais surtout et chiites, mais surtout au sein du camp chiite, où on va voir évidemment les partis chiites opposés à l'Iran prendre le dessus par rapport au Hachad Sha'abi, par rapport là aux partis liés aux milices. Au Yémen aussi, on va voir également un retournement de situation, je le pense. Ça, c'est très clair à l'échelle du Moyen-Orient. L'affaiblissement de l'Iran, il ne faut pas oublier aussi, ça va avoir des répercussions dans d'autres espaces géopolitiques tampons, comme le Caucase, comme l'Asie centrale, où là, l'Iran est en concurrence avec la Russie, avec la Turquie, et la Russie, l'allié d'hier, en tout cas en Syrie, va profiter, en tout cas en Asie centrale, de l'affaiblissement de l'Iran. Et dans le Caucase, on peut imaginer le tandem Turquie-Azerbaïdjan, là aussi, s'imposer. Ouais, effectivement, on voit à quel point l'Iran était un petit peu le nœud de l'instabilité depuis longtemps dans la région. Alors, il a encore quelques cartes, le régime iranien, en main, et notamment le détroit d'Ormuz. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est important. Est-ce que vous pensez que l'Iran pourrait aller, face à ces difficultés qu'il connaît en ce moment face à Israël, jusqu'à bloquer le détroit d'Ormuz? Et donc le trafic de pétrole, 20% à peu près du trafic mondial. Il ne l'a jamais fait pendant la guerre Iran-Irak, mais les conditions étaient quand même différentes. Là, je pense que, vu qu'on est quand même dans une lutte à mort, jusqu'au bout, jusqu'au boutiste, ça peut être une option en dernier recours pour de bloquer Hormuz et d'essayer, à travers les Houthis aussi, de bloquer Bab el-Mandeb, et là de vraiment verrouiller les transferts d'hydrocarbures. Mais là, il va se mettre à dos quand même... déjà, il y a pas mal de pays qui sont contre lui. Mais là, il va se mettre à dos la Chine. Et la Chine est quand même un pays qui soutient l'Iran. Alors aujourd'hui, évidemment, il ne manifeste pas de façon très franche, mais l'essentiel des hydrocarbures qui proviennent du Moyen-Orient aujourd'hui, ils se dirigent vers la Chine, vers l'Asie.
Et ça va vraiment handicaper tous ces pays et créer des tensions avec l'Iran. Or, on avait cette politique iranienne aujourd'hui d'alliance avec la Russie, avec la Chine, d'essayer de créer un nouveau bloc par rapport au bloc occidental, de favoriser les pays du sud global. Et là, s'ils bloquent le détroit d'Ormuz, c'est davantage les économies justement des pays du sud émergents qui vont être handicapés. Donc calcul délicat, effectivement, on le voit pour les ayatollahs. On apprend à l'instant que les missiles envoyés contre Haïfa ce soir ont tous été a priori interceptés. On va dire un ouf de soulagement pour les habitants du Nord. Vraiment en 30 secondes, Frédéric Balance, dernière question, parce qu'on parle de l'implication des États-Unis ce soir, pourquoi pas, et on parle en même temps du souhait de Donald Trump de se désengager du Moyen-Orient. Est-ce que c'est pas contradictoire tout ça, ou est-ce que ça contribue peut-être justement, si les États-Unis règlent le problème iranien, ça va leur permettre de se désengager quelque part très rapidement du Moyen-Orient? Oui, enfin on sait quand est-ce qu'une guerre commence, on ne sait pas tellement lorsqu'elle se termine. Il y a la crainte évidemment du côté des États-Unis d'être entraînés dans une guerre longue, mais est-ce que le pari que fait Trump là aujourd'hui finalement que ça soit une blitz, une guerre rapide, et qu'il puisse en tirer les bénéfices. De toute façon, si on veut que la guerre se termine rapidement, il va falloir que les États-Unis fournissent à Israël ces méga-bombes qui permettent de détruire les centrales nucléaires, enfin les centres d'enrichissement qui sont enterrés. Sans quoi, on va avoir des bombardements qui vont se prolonger. Donc s'ils veulent hâter la guerre, ils sont obligés, à mon avis, d'intervenir aux côtés d'Israël de façon massive. Merci infiniment Fabrice Balanche pour cette analyse très pointue à nouveau.